Juin 2024, après des mois passés à réfléchir à une nouvelle idée d'entreprise, à travailler sur le développement, la stratégie, la DA, après avoir investi des dizaines de milliers d'euros dans le matériel et passé des journées à chercher le bureau parfait et faire des travaux, on lance enfin notre studio de podcast sur Montpellier. Pourtant, 3 mois plus tard, on décide de tout arrêter et de le vendre. Dans cette vidéo, on va revenir ensemble sur ce qui sera sans doute la plus courte entreprise que je ne vais jamais lancer dans ma vie, d'où nous est venue l'idée, comment est-ce qu'on l'a pensé, structuré puis lancé, quels ont été finalement les premiers résultats et quelle a été la désillusion qu'on a rencontrée qui nous a poussé à vendre cette boîte alors qu'on venait tout juste de la lancer. Alors depuis le début, je dis on, depuis le début, je vous parle d'une entreprise, d'une boîte, d'un podcast. Je vais revenir un petit peu sur les bases pour les personnes qui n'ont peut-être pas vu les premières vidéos de la série et qui n'ont pas entendu parler de tout ça. En fait, en juin de l'année dernière, on a lancé une entreprise qui s'appelle My Studio, qui est un studio d'enregistrement de podcasts sur Montpellier. Alors je dis on parce que dans l'histoire, on est 3 personnes. Il y a moi, Tony Neves, il y a Jess qui est ma copine et il y a Teddy qui est mon beau-frère, donc qui est le frère de Jessica. On a lancé ça un peu comme finalement en famille. L'idée d'être 3 sur le projet de base, c'était premièrement de ne pas se sentir seul dans un nouveau projet, on trouvait ça cool d'être 3, et deuxièmement, c'était de mutualiser finalement nos efforts, parce que on avait chacun nos domaines de compétences, moi sur la partie technique, Jess sur la partie plutôt marketing, création de contenu, et Teddy sur la partie commerciale. Donc on l'a lancé en juin 2024, mais tout ne s'est pas passé comme prévu au début. En réalité, on devait la lancer presque 2 mois plus tôt. Et je vais vous expliquer un peu le cheminement, comment nous est venue l'idée, comment on l'a créée, on l'a structurée, comment on l'a lancée, avant de vous expliquer les premiers résultats et un peu ce que j'appelle la descente aux enfers. L'idée de ce business nous est venue à la suite d'un problème qu'on a nous-mêmes rencontré, surtout que moi j'ai rencontré. Parce que l'histoire, c'est que je tournais pas mal d'interviews avant sur mon podcast avec d'autres entrepreneurs et j'étais confronté à une problématique qui était que, habitant dans le sud de la France, habitant sur Montpellier, il y avait à l'époque aucun studio qui proposait ce genre de prestations. Ce qui faisait que je devais monter à chaque fois sur Paris pour aller voir des entrepreneurs et pour faire des interviews. Donc je louais des studios de podcast là-bas, je réalisais une interview. Le souci étant, premièrement, que ça coûtait extrêmement cher, non pas l'heure de tournage en elle-même, mais en fait le déplacement, le logement, etc. Donc chaque ITV me coûtait plusieurs centaines d'euros. Et deuxième problème, c'est que parfois, on se retrouvait à partir tous les deux du sud, monter à Paris pour tourner un podcast. Et en fait, je me suis dit, mais attends, c'est quand même dommage parce que sur Montpellier, dans le sud de manière générale, il y a beaucoup de créateurs de contenu, il y a beaucoup d'entrepreneurs, d'entreprises. Il y aurait finalement un marché, on était quasi sûr qu'il y avait un marché, et donc pourquoi pas lancer ce podcast. Donc l'idée, elle a mûri comme ça pendant plusieurs semaines, et au bout d'un moment, on s'est dit, bon, dans tous les cas, on ne saura jamais si ça va être le moment parfait, s'il y a un marché, pas un marché, etc. Ça sert à rien d'itérer pendant des heures. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un bon vieux tableau bénéfice-risque. C'est quoi finalement les bénéfices si ça marche? C'est quoi le risque si ça ne marche pas? On a bien encadré tout ça et on s'est dit, ok, on y va. On est prêt à perdre tant de temps et tant d'euros si ça marche pas, on lance le truc. Donc à partir de ce moment-là où on a décidé de lancer le studio, se sont écoulés plusieurs mois. Parce qu'une boîte, ça se crée pas comme ça, surtout une boîte physique. Le premier truc qu'on a dû faire, c'est qu'on a dû trouver le nom et déposer le nom auprès de l'INPI, donc la marque auprès de l'INPI. Ça n'a pas été très compliqué. Le nom nous est venu un peu comme ça, un studio de podcast, My Studio, mon studio, My Studio, ok, c'était nickel. Il y avait aussi une stratégie derrière de SEO, de dire que si les gens tapaient studio de podcast sur Montpellier, sur Google, en fait le fait qu'on ait le nom studio dans le nom de domaine, on allait trouver aussi ça intéressant. Et donc ça, c'est ce qu'on a fait dès le départ. Pourquoi est-ce que, petit tips, faut faire ça en premier ? Parce que vous avez des délais légaux à respecter pour notamment les dépôts de marques, pour voir s'il n'y a pas d'autres marques qui ont le même nom. Il y a 6 semaines, je crois, de rétractation, ou en fait 6 semaines durant lesquelles on peut faire un appel si jamais la marque existe déjà. Bref, c'est le premier truc à enclencher. Ensuite, une fois qu'on a déposé la marque, la deuxième chose qu'on a dû faire, c'est qu'on a dû trouver le local. Le local, dans ce business-là, il est très important, pour plusieurs raisons. La première, c'est la tranquillité finalement lors des tournages. C'est important de comprendre que quand vous avez un studio comme ça, de tournage de podcast, les gens viennent pour tourner un podcast et ça doit être calme, il ne doit pas y avoir de bruit à côté, de bandes passantes dans la rue, de la musique ou ce genre de truc. Donc il nous fallait un truc qui soit en zone tertiaire parce qu'on ne voulait pas un truc en plein centre-ville. Et aussi, il y avait une deuxième question, un deuxième sujet, c'était l'accessibilité. On ne voulait pas avoir un studio qui était en plein centre parce qu'on savait que ça allait poser des problèmes d'accessibilité. Les gens qui allaient venir parfois d'autres régions, on a des gens qui viennent parfois de Marseille, de Perpignan, qui font 100 bornes, 150 bornes pour venir enregistrer.
ils viennent en voiture, ils viennent en train, il faut que ce soit facilement accessible. Et donc, on a choisi une zone tertiaire avec un parking. On s'est dit comme ça, les gens arrivent, se garent, il y a le tram à côté, il y a le train pas loin, donc c'est accessible. Et on a fait comme ça peu de visites. On a eu de la chance de trouver un local assez rapidement. En réalité, on a fait 3 visites et on a pris un local du coup de 70 mètres carrés. Et ce local nous permettait de faire 3 setups à l'intérieur. Comme ça, au moins, on pouvait tourner directement avec 3 décors différents et ouvrir un petit peu le champ des possibles au niveau des offres. Maintenant qu'on a le local, il nous restait 2 choses. La première, qui était très pressée, c'était d'installer le setup. Pour la simple et bonne raison que si on voulait commencer le marketing, il fallait installer le setup parce que fallait faire des vidéos promotionnelles, fallait faire des réels promotionnels, fallait habiller le site, etc. Et ça, sans le setup final, c'était très compliqué. Et en parallèle, on lançait tout ce qui était DA, direction artistique, pour avoir un joli site, une belle DA. Et le setup, ça a été l'une des parties les plus complexes parce qu'on a fait pas mal de travaux et surtout parce que c'était la première fois, moi j'ai toujours touché à la vidéo, vous le voyez là sur YouTube, mais c'était la première fois qu'il fallait que je crée une régie en partant de zéro. Parce qu'en fait, installer une cam comme ça, là, comme vous voyez, avec une lumière, un micro, et puis on clique sur un bouton, ça enregistre, c'est bien différent d'organiser une régie générale avec 3 caméras, on peut changer les caméras, il faut enregistrer 2 micros en même temps, il faut que tout soit ok, carré, opérationnel pour pouvoir tourner comme ça en continu, avec un retour écran, un opérateur sur place qui puisse voir que tout fonctionne très bien, etc. Donc ça a été une partie assez complexe. De mon côté en tout cas, de la partie technique, et ça a pris quand même un peu de temps, le temps de bien tout setup, savoir si tout était ok, tout fonctionnait bien. Donc je vous épargne évidemment une grande partie de tous les détails sur les travaux, le choix des meubles et compagnie, le montage et tout. Donc bref, on a passé littéralement des semaines à bosser là-bas pour pouvoir tout installer et que tout soit prêt le jour J. Le jour J, c'était à la base un jour qui était prévu au mois de mai. On devait lancer ça début mai ou mi-mai 2024. Et on a lancé ça quasiment fin juin. Mi-juin, on a eu plus d'1 mois de retard. Et en fait, pourquoi on a eu 1 mois de retard? On reviendra justement à la fin sur les leçons importantes que j'en tire et que vous devez en tirer aussi. Mais il y a un des trucs, c'est qu'on ne peut pas tout anticiper. Et là, en fait, il y avait un sujet comptable et juridique qu'on n'a pas pu anticiper. Et il y a eu beaucoup de retard à ce niveau-là. Ce qui fait qu'on n'a pas pu créer les comptes bancaires, créer les comptes Stripe et lancer le truc. Parce que si on a des résas et qu'on n'a pas les comptes bancaires pour encaisser, ça va être assez compliqué. Donc ça, c'est au niveau de l'opération, du lancement. Ensuite, une fois qu'il y avait tout qui était installé, on a mis en place une campagne de marketing au début qui était assez très simple. On se disait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une vidéo de promotion. On va partager cette vidéo de promotion sur nos réseaux et on va lancer comme ça et on va déjà voir de cette manière ce que ça va donner. Donc ça, c'était pour la partie marketing. Et ensuite, Teddy s'occupait de la partie commerciale pour aller démarcher plutôt en physique, du B2B, etc. Et donc, on lance ça en juin 2024. Et ça a été un lancement incroyable. On était trop contents pour 2 choses, 2 raisons principales. La première, c'est que le lancement s'est très bien passé et a très bien été accueilli. Les gens en fait ont adoré le projet, on a eu plein de retours, plein de messages de félicitations, de remerciements, de messages de on viendra, etc. Sur la campagne de promotion qu'on a fait, donc sur la vidéo de promotion qu'on a fait. Et directement, on a eu nos premières réservations, donc des réservations de plusieurs heures. Donc on a eu, je crois, le premier jour, 2 ou 3 réservations de plusieurs heures, donc ça fait des milliers d'euros, enfin quelques centaines qui se transforment finalement en milliers d'euros dès le premier jour de lancement. Et donc on était trop contents. Ça, c'était le premier sujet, c'est que le lancement, il s'est trop bien passé, ça a été accueilli. On a plein de gens qui nous ont dit enfin un studio dans la région, dans le sud, etc. Et nous aussi, de notre côté, ça a été assez satisfaisant parce qu'on se disait, ok, on voit que ça répond, on voit qu'il y a des premières résas, et du coup, c'est que ça valide le besoin. On s'est pas trompé, c'était une bonne idée, c'était le bon moment, c'était le bon emplacement, la bonne DA, tout était aligné. Et là, ça a été vraiment pour nous un kiff. Donc les semaines qui suivent le lancement, là on est juillet, août, septembre, les 3 mois qui suivent le lancement, se passent extrêmement bien. On a nos premiers clients qui viennent, au début c'est 1, puis 2, puis 3, puis 10, puis 15. Dans ce business-là, chaque client vous rapporte en général plusieurs centaines d'euros. Donc le gros avantage, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir 1000 clients. Le deuxième gros avantage, c'est que vous avez une récurrence. On a des clients qui sont venus dès la première semaine ou la deuxième, qui sont revenus 1 mois après, puis 1 mois après, puis 1 mois après. Parce qu'en fait, les gens, vu qu'ils créent du contenu, en fait, tous les mois, ils ont leurs besoins en création de contenu, donc ils reviennent. Et donc, les 3 premiers mois se passaient extrêmement bien. On était dans le flow, on découvrait un truc qui était totalement nouveau. On était face à des clients. Donc, pour vous expliquer un petit peu la répartition en termes de tâches, Jess s'occupait du marketing et du contenu.
donc elle faisait la com sur les réels, etc. Vu que c'est son domaine de base et de prédilection, elle adorait ça, c'est trop bien. Moi, je m'occupais de l'opération sur place et de la partie technique. Vu que c'est un truc que j'aime bien aussi, que je kiffe, je trouvais ça cool au début. Quand je vous dis que je faisais l'opération sur place, c'est qu'on a un opérateur qui vient sur place s'occuper de vous. Donc vous venez, vous vous installez, l'opérateur règle tout le setup, les caméras, change les couleurs parce que vous pouvez changer les couleurs de fond, etc. Et s'occupe de la régie. Donc il vérifie pendant le tournage que tout soit ok, que le son enregistre bien, que les caméras tournent bien. Et comme ça, au moins vous partez à la fin avec des fichiers qu'on vous envoie par mail, mais qui sont carrés, qui sont propres et tout est ok. Et donc au début, vu qu'on lance une boîte, on n'a pas de fonds. Au début aussi, on a les process à roder et à tourner. C'est moi qui allais faire les premières prestats sur place pour pouvoir justement voir si tout fonctionne très bien. Et en fait, je kiffais parce que j'étais là, je rencontrais des gens, je discutais avec des nouveaux entrepreneurs, je les voyais trop contents de venir tourner chez nous. Donc il y a ce côté où je vois des clients contents, donc moi je suis content. Et donc Teddy à côté s'occupait de la partie commerciale. Et franchement, les premières semaines, on était tous trop contents, tout se passait trop bien. Et on voyait pas trop les difficultés comme des difficultés puisque c'était tout nouveau. Et en fait, on se disait, c'est trop cool. Ok, moi j'avais des problèmes techniques parfois, donc je regardais, je m'en occupais, je les réglais, j'améliorais le process, etc. Et très rapidement, on a commencé à se confronter un peu à la réalité. Donc la réalité, c'est quoi ? C'est la réalité quotidienne de la gestion de cette boîte. En fait, le truc, c'est que au début, moi de mon côté, je parle vraiment que pour moi, mais je suis aussi porte-parole de Jess parce que je sais que elle a aussi ressenti ça. Ce qui au début était kiffant pour nous, parce que c'était tout nouveau, petit à petit a commencé à être assez pesant, de plus avec le volume qui arrivait. Donc je vous prends mon exemple, moi j'allais sur place, je faisais l'opérateur, et au début on avait quelques résas dans la semaine, donc c'était cool, j'arrivais, je rencontrais des gens, je faisais l'opération sur place, et puis une fois que c'était terminé, je bossais sur mon business à côté, et donc je kiffais bien, sauf que, vu que c'était nouveau, j'adorais ça, sauf que, au bout de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois à faire ça, en fait, l'opération, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était pas du tout mon cœur de métier, que c'était pas du tout en fait ce qui me passionnait plus que ça. Et avec le volume, plus le temps avançait, plus on avait de résa. Parfois, sur une semaine, on avait 10 heures de résa, 15 heures de résa. Je me retrouvais 15 heures à faire de l'opération. Et en fait, c'était au final pas du tout un truc que je kiffais. Au début, c'était tout nouveau, donc j'adorais ça. Et puis plus le temps avançait, moins je kiffais ça. Et donc, on a commencé à rentrer dans un schéma dans lequel il fallait recruter, et il fallait créer des process, il fallait déléguer. Ça, c'était l'idée qu'on avait de base, en se disant, quand on crée le studio, et ça fera partie des leçons dont on va parler juste après aussi, vous inquiétez pas. Mais en gros, on avait en tête dès le départ que si on créait ce studio, c'était pour déléguer rapidement, sortir de l'opérationnel et pouvoir monter d'un niveau. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Rapidement, on a créé les process, j'ai créé les process, les systèmes. On a recruté une opératrice qui du coup venait sur place pour faire l'accueil et la gestion des clients. Et donc moi, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, c'est trop cool, puisque j'ai une opératrice sur place qui faisait un taf de fou, qui fait toujours un taf de fou, et en fait, moi, c'est cool, j'ai entre guillemets plus rien à faire. Quelle désillusion! Quelle désillusion de croire qu'en fait, à partir du moment où j'avais mis un opérateur sur place, j'avais terminé le travail. Puisqu'en réalité, je me suis rendu compte que dès qu'il y avait un souci technique ou un problème que l'opérateur ne pouvait pas gérer, ce qui est normal parce qu'en fait c'est pas lui qui a installé le setup, qui sait comment tout fonctionne, eh bien on m'appelait moi, il fallait que je sois dispo, il fallait que je gère le truc, et quand bien même au-delà des quelques aspects techniques, en fait quand vous déléguez, là pour le coup c'était un opérateur, enfin une opératrice, il faut gérer. Il faut gérer le management, il faut gérer l'opération, il faut s'assurer que toutes les résas soient OK, il faut s'assurer que l'envoi des fichiers se fasse bien, qu'il n'y ait pas de bugs, etc. Nous, dès qu'on avait un enregistrement, moi je repassais derrière pour m'assurer qu'il n'y ait pas de couac dans l'audio, que ce soit envoyé avec une bonne qualité, que les clients soient contents. Et pour Jess et la partie plutôt contenu, c'était la même chose. On proposait en fait du montage. Au niveau des prestations, donc du montage de réel, sous-titrage, etc. Et donc en fait, au début, Jess, pareil, elle aimait bien le faire parce que, elle kiffait ça, c'était tout nouveau, elle maîtrise le sujet, et il y en avait que quelques-unes, il y avait que quelques montages par semaine. Et plus on a commencé à scaler, plus on a commencé à avoir du volume, plus elle a commencé à avoir du montage. Et plus en fait, ça la sortait de sa zone de génie, de l'entreprise qu'elle avait déjà de base, et en fait, moins elle aimait ça.
Et donc on s'est retrouvé avec le même modèle où on s'est dit bon bah cool, on va déléguer, et puis après, une fois qu'on a délégué, on a terminé. Et encore une fois, quelle erreur, parce qu'en fait, bah, quand vous déléguez le montage de réel, sous-titrage, etc., bah déjà, vous finalement rajoutez des coûts à l'entreprise, on reviendra sur cette leçon aussi, de scalabilité versus croissance, et en plus de ça, vous vous retrouvez dans un truc où, même si vous déléguez, bah en fait le travail ne s'arrête pas, puisqu'il faut gérer les fichiers, il faut repasser derrière chaque montage pour vous assurer que tout soit ok, qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe, etc., puisque c'est vous, c'est votre boîte, c'est votre image, c'est vous qui êtes porteur de la responsabilité, de la qualité de ce que vous allez envoyer. Et donc en fait, au bout de 3 mois, assez rapidement, donc au mois de septembre-octobre, on se rend compte avec Jess que, bah en fait, la quasi-totalité des tâches qu'on fait dans notre quotidien, bah c'est pas du tout des tâches qu'on apprécie faire. C'est pas notre zone de génie, c'est pas là où on est bon. Moi, le management, c'est pas là où je suis très doué. En plus de ça, c'est pas du tout ce que j'aime. La partie opérationnelle et technique, c'est aux antipodes de ma vision de liberté. Être là sur place pendant que des gens tournent, bah c'est vrai que c'est aux antipodes de ce que je veux dans ma vie. C'est encore une fois pas là où je suis le meilleur. Et pareil pour Jess. Et en plus de ça, on a des business à côté et on passe de moins en moins de temps sur nos activités principales. C'est la raison pour laquelle vous m'avez vu ces derniers mois créer moins de contenu, moins de formation, parce qu'en fait, ce business-là me prenait énormément de temps. Et là, vous allez vous dire, mais attends, Tony, mais t'es bête ou quoi? Ça, fallait l'anticiper, en fait, de base. Et vous allez comprendre à la fin, dans une leçon qui est cruciale à comprendre, qu'en fait, c'est des trucs qui ne peuvent pas s'anticiper. Et donc, on arrivait dans une situation dans laquelle, bah en fait, même si on déléguait, même si on recrutait, on avait les process, etc., eh bien, on passait une grande partie de nos journées à faire des tâches qui n'étaient pas nos tâches favorites, qui n'étaient pas notre zone de génie, et surtout des tâches où on n'avait pas forcément de valeur ajoutée, surtout par rapport à notre entreprise actuelle. Et en fait, on s'est regardé un moment, un soir, on était au resto, et on s'est dit, mais attends, je crois que c'est moi qui lui en ai parlé en premier, je lui ai dit, je crois que j'ai envie d'arrêter. Et en fait, elle s'est sentie soulagée parce qu'elle ressentait exactement la même chose que moi. On était vraiment sur la même longueur d'onde en se disant, je crois finalement qu'en fait, on s'est trompé, et on reviendra aussi sur ce sujet, et on se rend compte que c'est peut-être pas la bonne boîte pour nous. On est, je pense, les bonnes personnes pour créer cette boîte. On a eu la bonne idée, la bonne strat, la bonne DA, etc. Mais on n'est pas les bonnes personnes pour la faire tourner. Parce que je viens au sujet d'après, qui est ce que j'ai appelé, entre guillemets, la descente aux enfers. C'est un grand mot marketing et sensationnel pour ne pas dire grand-chose. Mais en fait, on est arrivé dans une phase où, en gros, on était bloqué entre deux niveaux. Et ces niveaux sont hyper corrélés au business model en lui-même. En fait, l'entreprise gagnait bien, on faisait pas mal d'argent avec ça, pas mal de chiffre d'affaires, mais on était bloqué entre deux niveaux. C'est-à-dire que on était dans une situation où on gagnait bien, on générait pas mal de revenus, sauf qu'on faisait encore pas mal de trucs nous-mêmes. Donc l'opération on faisait plus, mais moi je faisais encore tout ce qui était review, gestion des fichiers, envoi des fichiers, etc. Jess faisait encore le contenu, etc. Et donc, ce qui nous permettait de bien gagner, mais le souci, c'est que, bah en fait, ça nous prenait beaucoup de temps. Et encore une fois, ça nous prenait beaucoup de temps et ça nous demandait de l'énergie et des ressources qui n'étaient pas notre énergie favorite. C'est-à-dire que fallait faire du montage et de la gestion, et le montage et la gestion, c'est pas ce qu'on kiffe faire le plus. Et donc là, on pourrait se dire, bah en fait, ok Tony, t'as juste à recruter, t'as juste à déléguer, et comme ça, au moins, tu peux te sortir du truc. Et donc là vient l'autre problème, qui est que, bah en fait, si on veut déléguer, eh bien on se trouve dans un modèle finalement où bah, on gagne moins parce que on délègue et parce que ça engendre des coûts, et en plus de ça, on vient se rajouter une tâche qui ne nous plaît pas forcément, qui est de gérer des gens, d'avoir des réunions et de passer son temps à éteindre des mini-feux et gérer des mini-problèmes. Et en fait, ça, quand c'est dans votre ADN, quand vous aimez ça, et il y a plein d'entrepreneurs qui aiment ça. Et je reviendrai à la fin sur les personnes qui ont racheté, donc Yvan, Manon et Teddy qui est resté dedans. Bah en fait, c'est des gens qui adorent cette énergie et qui sont faits pour ça. Donc quand vous avez un profil où vous êtes fait pour gérer des gens, gérer des projets, que vous voulez monter le truc et faire grossir, et que c'est dans votre ADN, bah en fait c'est la boîte parfaite. Sauf que nous, on s'est rendu compte avec Jess qu'on n'était pas ce genre de personne. Et donc en fait on s'est rendu compte que c'était pas un problème d'entreprise, c'était pas un problème de boîte. La boîte était méga rentable, tout se passait très bien, on avait des clients trop contents, on avait une croissance qui n'attendait qu'à être déployée et engagée, on avait plein de demandes sur plein de projets qu'on pouvait lancer, déployer, le membership, donc le fait d'avoir des abonnements tous les mois, les gens viennent, on avait aussi de l'accompagnement premium one-to-one qu'on nous demandait, donc il y avait 1001 optimisations à faire.
Mais c'était pas un problème de boîte, c'était un problème de personnalité, un problème de personne. On n'était pas les bonnes personnes pour amener cette boîte là où elle doit être amenée. Et donc avec Jess, on s'est dit ok, là il y a 2 options. À partir de ce moment-là, on se rend compte que c'est vraiment pas fait pour nous, qu'on n'est pas les bonnes personnes pour faire tourner cette boîte. Donc il y a 2 options. Soit on continue, on s'efforce de la faire tenir, de la développer, mais au détriment de quoi ? Au détriment de quel lifestyle, au détriment de quel bonheur, parce que nous, ça nous pesait aussi forcément, au détriment de nos entreprises principales qui aussi, du coup, tournaient un peu moins. Ou alors, deuxième option, enfin, il y avait 3 options, soit on continuait au détriment de quelque chose, soit on arrêtait. C'est-à-dire, on se disait, ok, on coupe la boîte, ça y est, on vend, on arrête, enfin, même pas on vend, hein, juste on arrête, on la liquide et puis c'est un projet qui aura duré 3 mois. Mais on voulait pas faire ça parce que de 1, c'est une boîte qui était méga rentable et qui était hyper intéressante. Et de 2, surtout, c'est une boîte avec une vraie mission. Parce que 100% des gens qui sont venus chez nous étaient contents. 100% des gens qui viennent chez nous, donc qui viennent créer des podcasts, faire des ITV, etc. En fait, ces gens-là, ils ont une mission, ils ont un message à transmettre. Et nous, en fait, on est le média qui permet à ces gens-là de transmettre ce message. Avant MyStudio, pour justement venir faire des podcasts, etc. sur Montpellier, c'était pas possible. Fallait monter à Paris, donc les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils le faisaient pas. Et donc, il y avait moins d'impact dans la vie de milliers de personnes que ces gens, finalement, impactent au quotidien. Et donc, en fait, on voulait pas l'arrêter parce qu'on savait que c'était un bon produit, c'était une bonne boîte, et surtout, c'était une boîte qui avait un vrai impact dans la vie des gens. Et donc, vient la 3e option, on s'est dit, sinon, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut la vendre. On peut la vendre, il faut qu'on trouve quelqu'un qui serait prêt à la racheter. Le souci, c'est que moi, j'y connais rien. J'ai jamais vendu d'entreprise. C'est une entreprise qui était très jeune. Je vous l'ai dit, il y avait 3 mois de boîte derrière. La plupart du temps, quand vous vendez une boîte, il y a quand même peut-être des mois, enfin même plus des années de données, de bilan pour savoir est-ce que c'est stable, la croissance, etc. Et là, nous, finalement, on n'avait pas grand-chose. On avait 3 mois d'ancienneté, on avait forcément des chiffres, l'évolution des 3 mois, qui était très croissante en plus de ça, les clients qui revenaient, on avait pas mal de data aussi sur le panier moyen, les prestats qu'on vend le plus, etc. Le compte Insta, on avait quasi atteint, je crois, les 1000 abonnés, enfin pas loin. On avait une belle croissance sur Insta aussi, des réels qui faisaient 100 000 vues, enfin vraiment, on avait quand même pas mal de trucs, mais c'était très jeune. Et du coup, on s'est dit, on va tenter le truc. Donc moi, j'ai envoyé des messages à des gens que je connaissais, de la région, voilà, des entrepreneurs qui avaient des entreprises, etc., qui pouvaient être intéressés par le fait de racheter. Et on a trouvé, du coup, Yvan, du coup, qui est le nouveau propriétaire, enfin l'un des nouveaux associés propriétaires de MyStudio, qui est en fait une personne que je connais depuis plusieurs années maintenant, qui est devenu en fait un pote, et qui m'a dit qu'il était intéressé pour acheter l'entreprise. Et en fait, quand il m'a dit ça, je me suis dit, trop bien. Trop bien parce que de 1, ça va permettre à l'entreprise de continuer. Et de 2, c'est la personne parfaite pour ce genre de boîte. Parce que c'est quelqu'un qui est structuré, c'est quelqu'un qui va pouvoir l'emmener là où la boîte mérite d'être emmenée, c'est quelqu'un qui a l'énergie du management, de la gestion, des process, etc. que moi et Jess, on n'a pas forcément. Et donc à partir de ce moment-là, on a commencé à entamer les discussions, les négociations, etc. Il y a Manon qui est venue aussi se rajouter, donc qui est la 3e associée de l'entreprise aujourd'hui, qui est la copine du coup de Teddy. Donc pour résumer un peu le truc, on va revenir après sur le process de vente. En gros, il n'y a que moi et Jess qui sommes sortis, qui avons vendu nos parts, parce que Teddy, du coup, a voulu rester dedans, et maintenant, ils sont 3 associés dans l'entreprise. Le process de vente, comment est-ce qu'il s'est déroulé ? Ça a été un process qui a été assez fastidieux et long. On a convenu plus ou moins d'un deal, on va dire décembre-janvier de cette année, sauf qu'on est en France. Et comme on est en France, eh bien, tout est procédurier, et tout prend des heures et des heures et des heures. On a dû changer 15 000 fois l'adresse de la boîte. À chaque fois que vous la changez, il faut payer. Il y a eu des packs d'associés qui se sont créés, des reviews, des machins, bref, des procédures légales, tout ce que vous voulez, les banques, pas les banques. Donc, ça m'étonne pas parce qu'on est en France, on a fait de l'IMO avec Jess, on le sait. Quand vous faites de l'IMO, c'est pareil, tout dure une plombe. Mais en tout cas, on s'est dit, l'essentiel, c'est que la boîte, elle peut continuer. Il y a des gens qui vont la reprendre et qui vont faire les choses très très bien, même mieux que nous peut-être. Et comme ça, au moins, ça c'est l'essentiel. Donc, durant du coup cette vente, nous on a continué à développer la boîte. On a continué forcément à assurer les prestats, l'opératrice qui est sur place, qui gère ça d'une main de maître. Donc bref, tout s'est passé comme ça pendant quelques mois. Et c'est une des choses qui explique, j'en ai parlé pas mal dans les podcasts et dans les vidéos, c'est une des choses qui explique que
en ce début d'année 2025, j'ai pas mal réduit le rythme sur les projets. J'avais un peu la tête ailleurs sur plein de trucs parce qu'en fait, il fallait que je joue avec ça, il fallait que je deal avec cette revente-là, qui était un peu chiante parce que c'était un échange de ping-pong entre l'État, les avocats, le greffe, le tribunal de commerce, le machin, le truc. Et en fait, à chaque fois, c'était ok, on va faire la vente, mais en fait, il manque ce truc, et il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et voilà, c'était pas évident, mais en tout cas, l'essentiel, c'est que ça s'est fait. On est content, tout le monde est content, les repreneurs sont contents, les clients sont contents, nous, on est contents. Et on a finalement vendu une entreprise, vous l'aurez compris, 3 mois seulement après sa création. Donc, je vous ai épargné évidemment plein de trucs techniques qui servent pas à grand chose, mais au moins vous avez l'intégralité du process, de comment tout ça s'est passé. Maintenant, quelles sont les leçons principales que je tire de ça? La première, c'est, et j'en parlais un peu plus tôt, c'est qu'on ne sait pas ce que l'on ne sait pas. Et il y a une notion là-dedans d'autoflagellation. On avait fait un podcast d'ailleurs avec Jess où on avait échangé tous les deux sur le sujet, je vous le mettrai en dessous si vous voulez l'écouter, avoir son avis et son point de vue aussi à elle. Mais en fait, je vous en parlais précédemment parce qu'il y a cette réflexion de se dire, notamment sur la délégation, ouais Tony, mais en fait, t'es bête parce que ce truc de déléguer là, savoir qu'en fait, quand tu délègues, ça continue à te prendre du temps et tout, ça, t'es censé le savoir parce que tu délègues dans ta boîte. Oui, mais en fait, quand vous lancez un nouveau projet, vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. C'est-à-dire que c'est impossible de savoir à l'avance tout ce que ça va impliquer en termes de charges, en termes de coûts, en termes de délégation, en termes de problématiques. Vous pouvez parfois aiguiller, notamment les coûts, on était bien dans nos coûts, on savait ce que ça allait rapporter, les marges qu'on allait avoir, etc. Là-dedans, c'était ok. Mais en fait, il y a des problèmes que je ne pouvais pas anticiper puisque je n'avais jamais fait ça avant. Je n'avais jamais avant connecté un moniteur externe du type régie à 3 caméras en HDMI pour que ça tourne en direct, mais qu'en même temps, ça maintienne la qualité, etc. par rapport au flux HD. Et ça, en fait, je l'avais jamais fait avant. Parce que c'est ce qu'on fait dans les plateaux, à un autre niveau, une autre échelle, mais je pouvais pas savoir à l'avance les problèmes que j'allais rencontrer vu que je n'avais jamais fait ça avant. Donc là-dedans, il y a 2 sujets, c'est qu'au final, en fait, on a été confronté à des problématiques, même en termes de gestion ou autre, qu'on n'avait pas anticipé, ce qui a créé ce décalage entre la vision qu'on avait de l'entreprise et la réalité. Nous, dans nos têtes, on se disait, en fait, c'est bien, on crée la boîte, on développe le truc, et puis une fois qu'il y a l'opérateur sur place, en gros, c'est terminé pour nous, on n'a plus rien à faire, l'opérateur, il gère, il envoie les fichiers, machin. Mais en fait, non. Parce qu'il y a plein de trucs qu'on n'a pas anticipés, et nous, finalement, on doit toujours un peu rester dans le deal, tu vois. Et le deuxième sujet, c'est concernant l'autoflagellation. On a vite fait de se dire, justement, j'ai pas anticipé ça, donc je suis bête, donc je suis idiot, mince, je m'en veux, j'aurais dû savoir à l'avance que. Mais en fait, non, tu peux pas savoir à l'avance que avant de l'avoir lancé pour la première fois. Donc ça a été ma grande leçon. Et ce que vous devez en tirer, c'est quoi ? C'est que finalement, ça sert à rien de vous en vouloir d'avoir raté un truc ou de vous en vouloir de ne pas avoir anticipé quelque chose puisque vous ne pouviez pas l'anticiper. Le deuxième sujet, c'est la magie et la rentabilité d'un business en ligne. Donc là, on va parler de la renta d'un business en ligne, du business physique et notamment de croissance et de scalabilité. En fait, ce projet, il m'a permis de prendre conscience à quel point le business en ligne de service, je précise bien de service, celui que moi j'ai, la formation, le coaching, le consulting, etc., celui que la majorité des gens qui me suivent ont, mais pas tous évidemment, en fait c'est magique. C'est magique puisque vous avez quasiment 100% de marge sur un business de service. Et je vais aller au-delà et je vais vous parler de 2 notions importantes qui sont la notion de croissance et la notion de scalabilité. La notion de croissance, c'est quoi ? C'est quand vous avez une entreprise qui peut développer un chiffre d'affaires, donc qui peut générer plus de revenus, mais, donc c'est la croissance, c'est gagner plus, mais ce gain en plus induit un investissement en ressources supplémentaires. Et en fait, ça, c'est la notion de croissance. C'est-à-dire que si je veux gagner plus, je dois avoir un investissement supplémentaire en ressources. Ça peut être en ressources financières, en ressources de temps, en ressources humaines, etc. Et en fait, le studio que nous on a lancé, c'était vraiment dans ce cadre-là, qui était que si demain on avait 3 fois plus de résa, on allait avoir 3 fois plus de coûts au niveau de l'opératrice, parce que il fallait que l'opératrice vienne sur place 3 fois plus longtemps. Et si on a du montage, pareil, on délègue le montage 3 fois plus. Et donc en fait, vous avez une marge qui reste identique, par exemple une marge à 50-60%, et bien en fait, vous ne pourrez pas augmenter vos marges. Enfin, c'est rare dans ce genre de business d'arriver à augmenter ses marges, à moins de faire des trucs d'échelle. Mais ça, c'est la première notion à comprendre, c'est la notion de croissance. Et la deuxième, c'est la notion de scalabilité.
un truc et un business qui est scalable, c'est un business dans lequel on peut faire croître les revenus, mais sans forcément faire croître les ressources. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui je gagne 100, demain je gagne 100 et j'investis 10, demain je gagne 300 et j'investis 15, ou j'investis 12, ou j'investis 10. Et les business en ligne de service sont des business qui sont scalables. Parce que les revenus que vous générez ne sont pas corrélés directement aux ressources que vous injectez. Alors que les business plutôt physiques sont des business de croissance. Et encore une fois, c'est pas un jugement de valeur en disant les business physiques c'est mieux que les business en ligne, la croissance c'est mieux que la scalabilité. Parce qu'en fait, je suis convaincu que on peut faire des choses extraordinaires dans les business physiques et dans les business de croissance. Parce qu'il y a une stratégie notamment que nous on avait gardée en tête qui pouvait être intéressante avec le studio, c'était de faire grossir le studio de sorte à avoir besoin de plus d'espace. Donc là on avait 70 mètres carrés et on voulait à terme avoir 2, 3, 4, 5 espaces de tournage et monter peut-être à 100, 150, 200 mètres carrés. Et en fait, acheter avec une autre entreprise de l'immobilier, donc du foncier, qu'on aurait loué au studio. Et en fait, là, vous commencez à faire comme font les plus grandes franchises, McDo et compagnie. En fait, vous gagnez de l'argent non pas grâce au studio, mais avec l'immobilier. Donc, c'est pas pour dire que les business physiques, c'est moins bien que les business en ligne ou autre. C'est pas du tout ça. Je pense que tout est très bien. On peut faire de l'argent dans beaucoup de domaines, beaucoup de choses. C'est plutôt une question de, en fait, c'est quoi vos appétences? Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous êtes prêt à investir en temps, énergie, etc. Et moi, je sais que j'ai pas nécessairement les compétences et les appétences pour les business de croissance. Parce que les business de croissance induisent très souvent du recrutement, du management, de la gestion d'équipe, parce qu'on l'a dit, la croissance induit d'avoir plus de ressources. Et là, en l'occurrence, ouvrir plus de studios, par exemple, on voulait en ouvrir 1, 2, 3, 4 dans les prochaines années, en fait, ça induit de gérer plus de gens, etc. Et en fait, ça, c'est pas que c'est bien ou mauvais, c'est bien si vous avez les compétences et les appétences. Et moi, je sais que c'est pas un truc qui me parle. Et donc, j'ai compris que moi, j'étais plutôt fait pour la scalabilité que la croissance. Autre sujet, c'est la question, finalement, de confirmer son futur. Il y a beaucoup de personnes qui pourraient percevoir ce projet, et au début, on a fait le percevoir comme ça, comme une erreur. En se disant, on a passé du temps là-dedans à investir aussi de l'argent, des coûts, etc., de la gestion de la charge mentale. Et c'est aussi un coût d'opportunité puisque c'est du temps qu'on n'a pas investi dans notre business principal. Et finalement, c'est une erreur. Voilà, on n'aurait pas dû la faire. Maintenant, cette erreur, elle nous a appris une grande chose, c'est qu'elle a confirmé ce qu'on voulait ou ce qu'on voulait pas. Ça fait des années avec Jess qu'on a envie de lancer un autre projet, enfin des années, 1, 2 ans peut-être, qu'on se pose la question, moi je me posais la question, passer un moment de savoir si je voulais lancer un SaaS ou ce genre de truc. Et comme on le disait, on peut pas savoir ce qu'on ne sait pas. Du coup, on se pose toujours la question de savoir est-ce que c'est bien ou pas. Et en fait, pendant des années, ça tourne dans nos têtes comme ça. Nous, on voulait lancer un business physique. Et on l'a fait. Et ce qui est bien, c'est qu'on sait maintenant qu'on le fera plus. Ou en tout cas, on le fera plus dans les années qui arrivent. Parce que, au moins, ça nous a permis de conforter notre idée, notre valeur principale et fondamentale qui est la liberté. Et ça nous a confirmé ce qu'on voulait dans la vie et ce qu'on voulait pas dans la vie. Ça nous a appris énormément de choses sur déjà gérer des gens, gérer des clients, gérer un business physique. Ça nous a appris beaucoup de choses aussi sur la revente d'un business. Parce qu'en fait, moi, je ne savais pas comment ça se passait. Maintenant, je saurai à l'avenir comment faire les choses différemment. Ça nous a beaucoup appris aussi sur la notion de croissance, de scalabilité, de bien anticiper ces choses-là. Et surtout, finalement, l'antivision et la vision qu'on a de notre vie. Ok, maintenant, on saura à l'avenir, dès qu'on a un projet, clairement, dès le départ, est-ce que c'est dans notre vision ou dans notre antivision? Et ça, en fait, aujourd'hui, on se rend compte que c'est dans notre antivision. Mais on est content de l'avoir fait. Parce que ça se trouve, si on ne l'avait pas lancé cette année, on l'aurait lancé dans 2, dans 3, dans 4 ans. Et en fait, ça n'aurait pas du tout eu les mêmes répercussions dans notre quotidien. Maintenant, la dernière leçon, c'est justement qu'il faut travailler sur son antivision et sur son pourquoi. Il y a un truc qui n'est pas un regret, encore une fois, parce que moi, je ne considère pas ce projet comme une erreur. Mais il y a un truc qu'on aurait dû mieux faire dès le départ, c'est se poser la question du pourquoi fondamental. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Avoir une bien meilleure notion de l'envie fondamentale qui nous pousse à lancer ce projet. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Est-ce que c'est pour l'argent? Est-ce que c'est pour le revendre? Est-ce que c'est pour juste profiter parce qu'on kiffe pas? Et tout ce que ça englobe. Définir avec ça notre idéal quotidien, notre vie de rêve. Est-ce que tout match à l'intérieur? Et je suis convaincu que si on s'était vraiment posé une demi-heure, 1 heure, et qu'on avait fait cette introspection-là sur notre mode de vie, notre business actuel, comment on veut gagner notre argent, on l'aurait pas lancé.
Et encore une fois, c'est pas une question que ce soit une erreur ou pas, mais c'est important de comprendre à quel point faire une introspection dans votre vie, et notamment lié à votre business, c'est déterminant. Donc là, je vous parle du sujet de lancer un projet, mais c'est pareil, encore une fois, pour les plateformes. Quelle plateforme je choisis? Ça va dépendre de vos appétences, de vos compétences, de ce que vous êtes prêt à fournir comme effort, etc. J'en parle beaucoup plus en détail dans mon livre Solopreneur. Je vous mettrai ça dans la description. Vous allez voir, c'est la première partie, c'est une grosse partie sur l'introspection, parce que c'est de cette partie sur l'introspection que découlent les stratégies que vous allez mettre en place. Et je m'en veux parce que j'ai écrit une partie entière, c'est même pas un chapitre, c'est une partie complète sur l'introspection dans mon livre, que des milliers de personnes ont déjà acheté, et en fait, j'ai même pas appliqué les propres conseils que moi j'enseigne aux gens. Donc c'est un petit rappel comme ça pour moi de me dire, ok Tony, quand tu donnes des conseils aux gens, quand tu vends des chaussures, essaie d'être bien chaussé avant. Donc pose-toi les bonnes questions. Donc voilà un peu pour le topo global de cette revente. Voilà un petit peu pour l'histoire. Il y a plein de leçons qui en découlent. Je pense que je vais continuer les quelques contenus sur ce sujet. Je pense que je vous ferai une vidéo aussi des choses que j'aurais aimé savoir avant de lancer tout ça. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez des questions précises auxquelles vous aimeriez que je réponde. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous remercie comme d'habitude d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau contenu. C'était Tony. Ciao.